Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Avec qu'est-ce qui a fait que tu es tombé en amour avec LinkedIn? Parce qu'on en a, tu sais, ça fait un bout qu'on collabore et qu'on jase, mais j'ai jamais su comme qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de foncer vers LinkedIn. Oui, très bonne question. En fait, il y a deux étapes dans cette réponse-là. Il y a eu une étape que j'ai découvert LinkedIn, puis l'autre étape que j'ai fait wow, cette plateforme-là, c'est l'enfer. Donc, la première, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à être entrepreneur, j'étais consultant en stratégie web pour les startups. Donc, ça s'appelait Stratégie Bernier, très original comme nom. Puis, moi, en fait, je connaissais pas un chat dans le monde des affaires. Donc, tu sais, j'avais aucun bouche-oreille. Mes premiers clients, c'était comme les amis de mon père. Fait que là, pour commencer à rencontrer des prospects, j'écoutais des podcasts. Puis là, j'écoutais un podcast d'Olivier Lambert avec David Grégoire, puis qui parlait de LinkedIn. Moi, je connaissais vraiment pas LinkedIn. Donc, il a parlé de comment rencontrer des prospects. Comme sur LinkedIn, j'ai commencé à tester. Puis là, je commençais à avoir plein de meetings. Puis là, je commençais à voir que bon, je peux commencer finalement à avoir des ventes de monde que je connais pas. Donc, 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 qu'est-ce que j'ai fait à partir de là? C'est que j'ai travaillé le processus avec mon ami avec qui je travaillais, Vincent Bellage, avec qui j'ai cofondé Horizon B2B. Donc, on a travaillé pendant comme 6 mois à faire des tests, à voir qu'est-ce qui marche pas. Puis là, après, il y a eu la deuxième phase où après 6 mois, on a voulu faire une preuve de concept. Donc, on était allé dans une ville que personne ne nous connaît. On est allé à Toronto, en présentiel. Puis, on voulait voir ce processus-là, combien de meetings il allait nous amener. Puis, dans l'espace de 3 jours, on a eu 17 rencontres. Donc, on courait partout dans Toronto pour rencontrer les prospects. Puis, c'est là que j'ai fait wow, c'est complètement fou. Qu'est-ce qu'on peut faire avec LinkedIn? Donc, c'est là qu'on a confirmé le début de Horizon V2V. Donc, c'est ça qui est arrivé. Et puis T'as là, dit 17. Ok, vas-y, Jim. non, On roche papier va y ciseaux, arriver. roche papier Non, ciseaux. c'est bon, c'est bon. Je vais y aller. Parle-nous d'un peu d'Horizon B2B pour les gens qui connaissent pas ça. C'est ton entreprise. Vous êtes rendu, je pense, à plus qu'une dizaine d'employés, si je me trompe pas. Là, on est 7, puis il y a quelqu'un 7. qui commence lundi OK. prochain, donc on va être 8. Donc, en fait, on est vraiment spécialisé pour aider nos clients à bâtir des relations d'affaires. Donc, actuellement, évidemment, notre plafond numéro 1, c'est LinkedIn. Donc, 95% de nos stratégies proviennent de LinkedIn. Donc, on aide autant pour le développement des affaires que pour qu'on a commencé à faire du recrutement dans la dernière année. Et puis là, notre objectif 2022, c'est de sortir de LinkedIn, puis de trouver des stratégies B2B à l'extérieur de LinkedIn, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Twitter, avec Instagram, etc. Est-ce que vous avez TikTok. pensé, est-ce que vous avez pensé de sortir du monde du digital aussi? Mais en fait, après le premier confinement, on a commencé à offrir un service pour accompagner nos clients dans des événements réseautage. Sauf que ça n'a pas fait long feu parce que bon, le déconfinement, il est revenu assez vite. Mais oui, on aimerait aussi, en fait, moyen terme, aider nos clients, en fait, à se préparer, puis à être efficaces dans des événements, réseautage, justement, pour bâtir des relations d'affaires. Donc, c'est ça. On a bien hâte de pouvoir offrir cet accompagnement-là. Non, parce que tu m'en parlais souvent de. On était. Les deux, on comprenait, là, vu que c'est un peu le même style de service qu'on peut venir offrir, mais souvent, c'est bien beau emmener des leads, sur que ce soit LinkedIn ou un autre médium, mais après ça, une fois que le lead est sorti, donc comment que susciter des leads pour rencontrer des gens dans un événement, il y a une façon d'être et de pouvoir générer ce lead-là en relation d'affaires, justement. Il se fait un petit clash à cet endroit-là aussi. Même nous, de notre côté, on le voit avec nos clients, on peut
on est plein de leads, mais c'est après l'étape suivante, il manque souvent un certain accompagnement à ce niveau-là. C'est quelque chose que vous vouliez venir pallier avec ce service-là aussi, éventuellement, c'est ça? Oui, exact. Parce qu'en fait, là, la grande majorité de nos clients sont plutôt habitués, entre autres, aux bouche-oreille ou à des inbound, parce qu'ils font de la publicité ou quoi que ce soit. Donc, ils sont habitués que dès la première rencontre, ils font pas mal leur pitch de vente. Alors que notre approche, nous, notre vision de développement des affaires, c'est vraiment de bâtir une relation, donc bâtir une connexion. C'est moi, si au premier appel avec un prospect, si je ne bâtis pas de connexion, s'il n'y a pas un fit au niveau des valeurs, etc., ben, il n'y a pas de suite après ça. Donc, quand tu bâtis vraiment une relation d'affaires, ça ne va pas nécessairement devenir un client. Cette personne-là, par contre, peut te référer plein de monde, peut devenir un fournisseur, un partenaire. Puis c'est là que ça a l'effet boule de neige. Plutôt que juste essayer de faire des ventes sans bâtir cette relation-là. Là. Fait que, ça, c'est un switch de mindset qu'on veut que nos clients aillent. C'est un bon point, le fit de valeur, parce que souvent, on le voit dès le début, puis on ne veut pas l'écouter, cette petite voix-là. En tout cas, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris beaucoup récemment, comme nouvellement, maintenant dans le monde d'entrepreneuriat, c'est que on sent qu'il y a une petite voix qui n'est pas un fit, mais là, on commence, OK, bon, on va travailler ensemble pareil, mais malgré ça, il y a tout le temps un moment ou un autre que si dès le départ, il y avait moindrement pas un fit ben, de valeur, ça va péter un jour ou l'autre, malheureusement. Donc, c'est vraiment important de suivre sa petite voix par rapport au fit de valeur, je pense. Ouais, exact. C'est quand dès le début, tu as une mauvaise expérience, c'est très rare que ça change avec un client ou Ouais. après quelques mois. Souvent, ta première impression, c'est la bonne. Là. Mhm. C'est aussi une question de se faire confiance. Moi, je te laisserai te donner un mulligan là-dessus parce que c'est le. T'as comme un petit feeling, mais en même temps, tu le sais pas parce que on a comme. Quand tu commences, t'as pas nécessairement vu tant de choses que ça. Fait que là, ok, ça, on dirait que j'avais un petit mauvais feeling, mais peut-être que je me trompe. Puis là, tu y vas quand même. Finalement, ton feeling était bon. Mais on apprend à se connaître au fur et à mesure de nos expériences. Et puis, à la répétition, on devient meilleur. Ouais. Ça serait quoi, mettons, François, toi, les plus gros red flags que tu as vus dans le monde de l'événementiel, autant dans le digital, sur LinkedIn, ou en sortant du digital, les plus gros red flags? Ben, c'est parfois dur à détecter, mais on a eu certains clients qui étaient en fait fake ou pas vraiment authentiques dans leur stratégie LinkedIn, etc. Puis ça, directement, ben, tu sais, quand on a tenté d'accompagner ces clients-là, c'est pour nous, c'est important d'être authentique dans notre stratégie. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça, ben, ça c'est un red flag assez important. Puis, tu sais, tout ce qui est en fait un petit peu, ça revient un petit peu à ce que je parlais tantôt, mais ceux qui veulent vraiment juste faire des ventes rapidement, puis qui pensent juste court terme, ça, c'est des clients souvent que sont jamais satisfaits, en fait, parce que ils ont des attentes un peu démesurées. Puis, tu sais, tout ce qui est stratégie LinkedIn ou, ben, tu sais, en fait, sur n'importe quel réseaux sociaux ou presque, ben, c'est vraiment le moyen long terme qui devient très puissant. Puis si tu passes les patients, ben, c'est là que tu as vraiment l'effet boule de neige. Puis que ça devient game changer dans ta carrière. Là. Comment tu fais, selon toi, pour le côté authentique, de le conserver, malgré le fait qu'il y a des stratégies qui sont appliquées sur LinkedIn qui sont automatisées? Donc, on ne se le cachera pas, les gens le savent maintenant qu'on fait des stratégies automatisées de Ouais. messages. Mais comment tu fais pour conserver le côté humain et authentique malgré l'automatisation, mettons? Ouais. Mais la première chose que je pose comme question à mes clients, c'est quand tu vas dans un événement réseautage, dans un salon d'entreprise, whatever, comment t'abordes un étranger? Quelqu'un que tu connais pas, tu jamais parlé. Puis là, c'est avec cette réponse-là qu'on bâtit la stratégie d'approche. Mais grosso modo, ça revient pas mal toujours au même.
c'est que la personne va poser les questions. Tu t'intéresses à l'autre. Puis c'est comme ça que, qu'en fait, en t'intéressant à l'autre, puis en ayant une vraie conversation, c'est vraiment comme ça que tu vas être en mesure d'avoir une stratégie authentique. Tu sais, c'est pas de vouloir, encore une fois, envoyer ton pitch en message d'introduction. Salut, moi je fais ça. On n'est pas cher. Tu veux qu'on se parle? Euh, T'abordes pas un étranger comme ça, en personne, donc pourquoi tu le fais sur LinkedIn? Là? En effet, c'est vraiment, mais je pense que la clé de, paraphraser un petit peu ce que tu dis, c'est vraiment de connecter, mais connecter réellement. Ouais, exact, exact. Tu sais, si la personne ne répond pas, si elle n'est pas intéressée à réseauter avec toi, mais c'est peut-être juste pas un fit côté LinkedIn. Donc, il faut aller chercher ceux qui veulent réseauter sur LinkedIn. Puis c'est avec eux que tu vas pouvoir connecter. Là. Exact. Absolument. Sinon, moi, j'ai été voir hier j'ai défilé un peu ton fil d'actualité. Je me Va suis dit, stalker. ouais, j'ai stalké exactement. Parce que je savais qu'on aurait beaucoup de choses à parler aujourd'hui, puis j'étais comme qu'est-ce qu'on pourrait vraiment aborder. Puis là, ben, j'ai vu comme ton nouveau brand complet, ta nouvelle division RH, que je n'étais pas tant au courant. Fait que je me suis dit, on va en parler aujourd'hui. Explique-moi ce projet-là. Ouais, cette publication-là, elle n'a pas t'enlevé. Hein. J'ai Ah, pas analysé tes ah, statistiques. Je suis pas rentrée dans tes statistiques. ouais, donc, en fait, on a créé Axel, donc pour accessibilité et accélération. Donc, un gros jeu de mots ici. On a brainstormé longtemps pour le nom. Ensuite se rendre compte que le domaine était déjà pris. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ah non, Donc, vous avez fait ben, quoi? Vous avez fait .ca ou? on a pris point careers. Parce que OK. tout était pris. C'était fou, là. Ah, ouais. Donc, en fait, c'est que c'est ça. Comme je me souviens tantôt, dans la dernière année, on a beaucoup bâti une stratégie de recrutement pour nos clients d'abord, parce que beaucoup de nos clients rushaient à recruter, puis la plupart sont en croissance. Donc là, il y avait un gros challenge. Donc, pour les aider, on a adapté notre stratégie de développement au recrutement. Donc, encore une fois, basé sur le relationnel. Donc, rencontrer des candidats avant de faire des offres d'emploi pour voir s'il y a un fit, personnalité et tout. Puis pourquoi qu'on a changé de brand, c'est qu'on veut s'ouvrir les portes en dehors du B2B, euh, parce qu'on veut aider. En fait, ça peut être utile pour n'importe quelle entreprise, B2C, B2B. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une division différente avec un nouveau branding. Puis aussi, c'est pourquoi accessibilité, parce qu'on veut, mais pour moi, c'est important que les entreprises soient inclusives, aient beaucoup de diversité. Donc tu sais, j'ai certains organismes avec qui je vais toujours regarder quand on a une demande de recrutement, s'ils ont quelqu'un avec quelqu'un qui a un handicap, voir si ça peut être un fit. Parce que il y a énormément de subventions que le monde ne sont pas au courant. Mais tu peux avoir comme jusqu'à 60% du salaire subventionné quand tu embauches quelqu'un qui a une certaine limitation. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de notre brand. Ça va se concrétiser comment, mettons que je veux pas non plus que tu dévoiles les secrets de ta nouvelle venture, ton RH, mais ça va se concrétiser comment? Vous voulez dans le fond leverager LinkedIn pour aller chercher des candidats un petit peu comme tu le fais avec en B2B, mais vraiment donc avec la même technique là, d'aller parler à des gens mais qui sont en recherche d'emploi, donc ciblés Ouais, pour juste initier la conversation, tu sais, vraiment encore une fois connecter comme il faut, puis pour éventuellement voir s'il y a un fit et favoriser le recrutement, dans le fond. ouais, c'est ça. Fait qu'en fait, là, tu sais, il y a beaucoup de recruteurs qui font du sourcing, mais je trouve qu'ils ne font pas de la bonne manière. Donc, surtout actuellement avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est vraiment important de se différencier. Puis, la stratégie qu'on a bâtie, c'est surtout pour aller chercher des top players. Donc, des embauches qui sont difficiles à trouver, des embauches que tu veux vraiment avoir quelqu'un avec de l'expérience très cher. Ben, c'est de réseauter avec cette personne-là, de la rencontrer pour, encore une fois, un café virtuel, voir c'est quoi ses ambitions, c'est quoi sa job de rêve,
voir s'il y a un fit. Puis après ça, donc en fait, un peu séduire ton candidat. Un peu de flirt. Exact. Pour après ça parler d'offre d'emploi, puis puis l'envoyer dans le processus d'entrevue plus conventionnel. Il y a cette étape-là qu'il y a très peu de recruteurs qui font, qui est de plus en plus importante pour te différencier. Parce qu'on est vraiment dans un. De par le passé, puis même encore là, on est vraiment dans une optique d'efficacité, hein. On veut en avoir le plus Exact. possible, puis comme recruter là. C'est comme dans la tête de plus j'ai de CV, le plus que je vais pouvoir peut-être trouver un candidat. Alors que là, toi, ton approche est peut-être un petit peu plus qualitative, sans délaisser le Mais plus quantitatif. spécialisé aussi. Ouais. Exact. Tu sais, nous, on veut pas être chasseur de tête dans le sens où on n'a pas de base de données, c'est pas nous qui fait les premières entrevues. On veut vraiment que ce soit l'employeur qui rencontre le candidat. Ouais, c'est beaucoup plus, encore une fois, authentique, beaucoup plus vrai, moins froid pour le candidat aussi, de se faire approcher par son futur boss, là. Mhm. Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu disais tantôt. Je vais laisser Jean-Michel finir sur sa lancée par rapport à avoir des gens qui ont un certain handicap, dans le fond, dans ton entreprise. Je me demande, en fait, comment, parce que pour avoir un certain handicap moi-même, j'ai déjà pensé à ça aussi, que pour avoir eu des limitations avec un ancien emploi, d'offrir à un employé la possibilité de pouvoir travailler avec nous, puis de connaître comment cette personne-là peut se sentir aussi par rapport à des limitations. Mais comment tu approches ça dans le sens que, tu sais, on s'entend qu'on ne peut pas écrire un offre d'emploi en dire je cherche une personne. Ça marche pas comme ça, la vie. Ça serait très discriminatoire également. Donc, comment tu Ouais. approches cet aspect-là? Non, c'est ça. J'ai déjà essayé quelque chose un peu comme ça. Mais, mais en fait, ça fonctionne juste pas. C'est très, très rare, quand même, bizarrement, que j'ai reçu des CV personnes avec des limitations. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est plutôt parler à des organismes. Comme par OK. exemple, il y a Mémo Québec, que ça, c'est un organisme qui aide des personnes avec des limitations à rentrer dans le marché du travail. Donc, eux, ils connaissent toutes les subventions qui sont possibles d'avoir. Puis, eux, en fait, qu'est-ce que je fais, c'est que quand j'ai l'opportunité, comme on a embauché quelqu'un début décembre, je crois, que justement, j'ai trouvé avec eux. Dans le fond, je leur ai dit, c'est quoi le poste? As-tu quelqu'un qui serait qualifié pour ça? Puis, ils m'ont suggéré une personne fortement, puis c'est ça. Puis cette personne-là, probablement qu'on va avoir une subvention assez intéressante, justement, sur son Mhm. salaire. Donc, c'est un win-win, en fait. Ouais. OK, parfait, excellent. Bon, ça répond bien à ma question par rapport à ça. Sinon, en parlant d'événements, on était là-dedans, là, j'ai comme Ouais, divagué un peu. On s'est rencontrés à Stratégie PME pour nous deux pour ouais. la deuxième fois dans des événements première fois post-pandémie, mais c'est la deuxième fois qu'on se rencontre en personne. Comment ça a été, l'expérience à Stratégie PME? Puis juste pour mettre en contexte, les gens qui savent pas c'est quoi, c'était un événement en fait qui se passait au Palais des Congrès, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis qui regroupait plusieurs entreprises, là, en fond. Ouais, ouais. Ben, c'était très cool. Ben, en fait, disons le côté expérience, puis après, je vais faire côté résultat. Ben, Mhm. côté expérience, c'était très cool on a rencontré pour la première fois plein de clients en personne, puis des partenaires comme toi. Ben, on a rencontré, ben, juste le fait de voir ces clients-là en personne, ben, ça change notre relation. Ben, même si c'était une rencontre de 10 minutes, ben, tu sais, ça fait du bien, en fait, de tout voir ces personnes-là. Pour vrai. Après ça, côté prospect, on n'a pas eu tant de résultats qui ont été engendrés si je compare à Expo Entrepreneur que j'ai fait dans le passé. Je pense qu'on a peut-être eu 2 ou 3 clients. Pourquoi tu Donc, penses? ben, j'ai l'impression que, ben, probablement, il y avait beaucoup moins de monde qu'à l'habitude à cause du COVID. Mhm. Puis deuxièmement, tu sais, on a eu beaucoup de rencontres qui ont été générées. C'était plus du monde curieux, qui voulait savoir ce qu'on fait, mais moins qui cherchait de l'aide à court terme. Donc, je pense que c'est beaucoup ça que ça fait, alors que si je compare à Expo Entrepreneur, ben, tu sais, là, c'est une clinique.
que tu fais. Donc, à toutes les 15 minutes, tu rencontres quelqu'un qui est curieux d'en savoir plus sur, mais qui veut de l'aide, qui veut des conseils sur LinkedIn. Fait que ça, c'est directement des personnes qualifiées, là. Mhm. C'est moins des curieux, c'est du monde qui ont besoin d'aide, là. Donc, Ouais, ouais, mais tu sais, juste, j'ai vraiment aimé l'expérience. Ah, ben, il n'y a rien comme, Finalement, y a rien comme se rencontrer en personne. C'est vraiment, il n'y a rien qui va exact, jamais remplacer ça. exact. Puis juste le fait de, on a fait, moi et Vincent, une petite conférence qu'on s'attendait qu'il n'y ait pas un chat parce que c'était à 9 h le matin. Puis finalement, c'était rempli. Ah Donc, ouais. on a été un peu sous le choc. Puis ça, c'était très cool de donner une conférence avec Vincent. Donc juste pour ça, pour moi, c'était worth it. La conférence, elle portait sur quoi? Naturellement, On, j'imagine le on, LinkedIn, on, B2B. ben, on parlait de storytelling. OK. c'est ça, je Donc, m'en dire, c'est comme le sujet de l'heure. Fait que je pense que le titre que vous parlez de storytelling a quand même probablement suscité beaucoup d'intérêt parce qu'on en entend beaucoup parler également. ouais, c'est ça. Fait mais c'était storytelling sur LinkedIn. Donc, comment créer du contenu de storytelling, comment raconter ton histoire. Parce que souvent, le monde, il pense qu'ils n'ont rien à dire, qu'ils n'ont pas d'histoire intéressante. Alors que pour moi, tout le monde a une histoire unique, intéressante à partager. Donc, c'est de ça qu'on parlait. Mhm. Est-ce que tu crois que c'est l'aspect aussi peut-être que, c'est vraiment, je lance ça en l'air, mais que stratégie PME, il y avait beaucoup de gens ils se lançaient en affaires où ils étaient plus solopreneurs, travailleurs autonomes comme type de clientèle et que Expo Entrepreneur, il y avait plus des gens de différents, c'était plus diversifié, je pense, comme pas catégorie, là, j'aime pas ça dire ça, mais comme style d'entrepreneur un petit peu. C'était-tu cette impression-là ou? Ouais, mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde invité. Tu sais, Ouais. je pense pas qu'il y a personne qui paye un billet pour vrai pour aller à. Mais c'est surtout des invités. Donc, il y avait pas tant, mettons, de présidents de moyennes entreprises. Je pense même que les ventes qu'on a générées, c'était du monde qui avait des booths là-bas. Parce que, tu sais, il y avait plus de moyennes entreprises parmi les Mhm. exposants. Les visiteurs, c'était souvent soit du monde en marketing, c'est dans le département marketing des entreprises dont il n'y a pas de pouvoir décisionnel, ou soit des solopreneurs, comme tu dis, qui étaient curieux d'en apprendre Mhm. plus. C'est que moi, quand je suis allé en visiteur avant le COVID, j'étais solopreneur. Donc, j'allais là pour apprendre, et non pour me faire vendre quoi que ce soit là. Ah ouais, non, je comprends. Puis tu sais, comme tu dis, l'aspect de. Moi, ça, j'ai fait une clinique là, à Expo Entrepreneur. Puis c'est les gens, ils veulent en apprendre plus sur le sujet, donc il faut qu'ils réservent avec toi un 15 minutes. Donc là, ils sont déjà comme pas Exact. mal plus engagés. Là. Je pourrais comparer ça au Facebook Ads puis au Google Ads Search, mettons, si on parle de marketing, comme quoi que les gens Ouais, ils cherchent vraiment dans la clinique, fait qu'ils sont plus qualifiés. Là. C'est un bon point. ouais, exact. Sinon, tu as un événement en ligne qui s'en vient bientôt. On a-tu le droit d'en parler ou. Ah, ouais, on peut en parler. On peut en Hey! parler. Ok, explique-nous ça Ah, un peu, ce projet-là. Combien d'années que c'est la deuxième édition, c'est ça? ouais, donc c'est la deuxième édition. Donc, Everest, ça va falloir être Everest RH ou quelque chose de même. Pour ça, être au mois de mai, je crois que la date est comme 17-18 mai. Donc, en fait, ça va être un événement probablement en ligne, encore une fois, parce qu'on prendra pas de chance de ce côté-là. Puis, on porte de l'accès à plus de monde. Donc, en fait, ça va être un événement qui va avoir des conférenciers, dont je peux supposer, mais probablement monde. Puis, on va parler, en fait, les conférenciers, je vais en être eux aussi. On va parler de tout ce qui englobe le RH. Ça peut être le bien-être au travail, ça peut être comment mettre l'humain, comment mettre ton équipe de l'avant, ça peut être comment recruter, etc. Donc, on est en train de sélectionner, ben, de choisir en fait des conférenciers. Puis ensuite, ça, qu'on va les inviter. Qu'on va les inviter, puis on va peut-être, on est encore en discussion, mais peut-être on fait comme un salon de l'emploi en parallèle virtuel. On regarde comment on peut mettre ça en place. Ça pourrait être quelque chose de très cool parce que je pense pas qu'il va en avoir en personne.
dans les 2-3 prochains mois. Là. Donc, ouais, on serait de partir ça dans le passé. On trouvait ça très, très cool. C'était plus là sur le B2B. Mais là, on aimerait plus parler de RH, étant donné que c'est challenger pour tout le monde en ce moment. Là. Pas mal le sujet de l'heure, là. Exact. Mhm. Exact. Ça va être très, très cool. Je pense que je n'avais même pas parlé à Jean-Michel. Jean-Michel a comme En eu la effet, moi, surprise, là. je savais même pas. On a quand même un projet semblable qui s'en vient, fait que c'est très cool. Ah ouais? Ouais. Ah, j'en Nice. avais parlé aussi à François, là, par Là, rapport tu viens de m'apprendre ça. Puis là, en plus, le nom, Everest RH, moi qui ai été au camp de base de l'Everest, c'est comme c'est dans mes cadres, là, je vais suivre ça. Ah oui, ça va être très cool pour les participants. Et les conférenciers, ça va être gratuit. On regarde pour le salon de l'emploi comment on va marcher. Ça, on va l'annoncer bientôt. Très cool. Cool. Vas-y, JM, je te laisse. On veut se plier. Moi, j'ai le goût qu'on finisse un petit peu là-dessus avant notre dernière question classique. Là. Puis je te vois quand même passer ton contenu, François, sur LinkedIn. Toi qui fais du super bon contenu, souvent sur un aspect beaucoup humain. Tu parles beaucoup d'humaniser tes relations, puis par les médias sociaux, parler en ligne. Comment est-ce que pourquoi? C'est quoi est-ce que est-ce que je pense que ça te passionne ce sujet-là, mais qu'est-ce qui fait que tu en parles? Puis pourquoi c'est quoi, mettons, je dirais les défis en ce moment que tu vois? De quoi c'est- sur quoi ça porte précisément tes posts en ce moment? Ouais, mais tu sais, sur les titres de, mettons, ce que les gens sont habitués de faire, surtout dans les moyennes et grandes entreprises, c'est de mettre leur branding de l'avant. Puis c'est pas mal tout ce qu'ils font. Donc, ils font de la publicité quand ils mettent leur brand de l'avant, mais on n'a aucune idée c'est qui travaille là, c'est qui les dirigeants, qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font qui sont spéciales, c'est quoi leur histoire, etc. Alors qu'en B2B, ben, c'est tellement important, qu'en recrutement aussi, c'est tellement important de partager t'es qui, toi, c'est quoi ton équipe, c'est quoi ta culture. Fait que moi, je veux vraiment changer, mais on veut changer ce mindset-là pour que justement, les entreprises mettent plus de l'avant les personnes derrière l'entreprise, racontent leur histoire, pas juste les dirigeants, l'équipe aussi, parce que c'est ça qui intéresse le monde sur LinkedIn. C'est de connaître les gens, d'être inspiré par les histoires des autres. C'est quand on vit un challenge, quand on a une dure journée, de voir quelqu'un qui a passé au travers de ça, qu'aujourd'hui il réussit, ben, tu sais, ça motive toujours. Encore une fois, c'est pas mal tout s'en va vers là, mais on veut connecter. Tu sais, Exact. on va sur les réseaux, pas pour se faire vendre quelque chose, se faire vendre une marque. C'est vraiment pour rencontrer du monde, voir qu'est-ce qui se passe, se divertir. C'est à ça que ça sert. Ouais, exact. Mais tu sais, surtout avec les 2 dernières années, qu'on rencontre beaucoup moins de gens Mhm. en personne, donc LinkedIn peut pallier à ça. Ben, puis peut te permettre justement de rencontrer ces personnes-là virtuellement, puis un jour en personne. Et c'est un beau réseau, tu sais, que si on le compare à Facebook, si on le compare à Instagram, même TikTok, qu'il y a quand même souvent des commentaires négatifs. C'est rare que sur LinkedIn, il y a des gros débats, qu'il y a beaucoup de négativisme. C'est vraiment un réseau où les gens sont là pour, comme on dirait, s'entraider, pour vraiment, encore une fois, connecter. C'est un beau réseau, LinkedIn. Ouais, Fait qu'on peut enchaîner c'est avec beau. la dernière question, Maude. Je te Oui, laisse j'étais en l'honneur. train de prendre une note de quelque chose que j'ai trouvé intéressant, puis je me suis dit que j'allais faire une publication sur LinkedIn avec. C'est pour ça que j'étais distraite. Donc, François, comment tu arrives à garder ton équilibre digital de ton côté avec le fait que tu travailles dans le numérique en plus? Ouais, en fait, moi, je n'aime vraiment pas les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc. Donc, ça peut paraître drôle, mais en fait, je me connecte comme très, très rarement, peut-être une fois par semaine sur ces autres réseaux-là. Je ne reçois aucune notification de ces réseaux-là sur mon téléphone. Je veux pas être dérangé. Je reçois juste LinkedIn. En fait, déjà, j'en ai assez. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui veut se concentrer le plus possible. Donc, je regarde à peine mon téléphone durant la journée,
de travail, tout ce qui est important, je reçois sur mon ordi. Puis il y a peut-être juste, mettons, mes parents puis mes sœurs que je vais répondre pendant, la, pendant la journée. Puis les autres, ça va attendre. Donc c'est ça, c'est en fait, je, euh, je vais vraiment mettre de, toute mon énergie sur LinkedIn, puis le moins possible sur les autres. Là, c'est sûr que si on développe les autres réseaux sociaux, il va falloir que j'apprenne un peu plus comment ça marche. Mais en ce moment, je me concentre vraiment sur LinkedIn pour pas avoir trop de notifications de dopamine. Mhm. J'ai ça en fait, que ça va des notifications de Facebook, Instagram, etc. là. Ouais. Mais même moi, sur cette plateforme-là, j'ai tout enlevé mes notifications. Ça fait comme 1 an et demi de Facebook, Instagram, LinkedIn, même sur mon téléphone parce que on est tout le temps là-dessus. Fait que sinon, ça finit juste plus. Puis nous, en plus, l'enjeu, c'est qu'on a des pages de clients. Fait que là, Facebook, ben, quelqu'un aime la page d'un de nos 20 clients, on le reçoit, mettons. Fait que là, ça devient assez intense. Mais je pense que c'est ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est que tu es la preuve que juste une plateforme peut emmener à la réussite. On n'a pas besoin d'être partout Ouais, nécessairement pour développer son réseau, là. Fait que ça, c'est une belle Très bon preuve, point. là, dans le fond. Ouais. Parce que souvent, c'est ça. C'est un point que c'est pas pour rien qu'on pose cette question-là. C'est que beaucoup de monde se met une pression avec ça. Il faut que je sois partout. Je ne suis pas encore sur telle plateforme, je ne suis pas encore sur telle plateforme, mais ce n'est pas nécessaire, dépendamment des objectifs aussi et du style d'entreprise. ouais, c'est ça. Ben, je commence à aimer Twitter. Je le lis comme en me levant le matin, puis avant de me coucher. Puis je me suis créé un compte en décembre. Mais là, j'ai 8 followers. Qu'on va faire, je travaille mon algorithme. Je connais moins la plateforme, mettons, que LinkedIn, mais je trouve ça déjà plus intéressant que OK. Facebook et tout, là. OK, cool. Super. Puis François, si les gens veulent te suivre, si elle se trouve à être où? Ben, il y a LinkedIn, évidemment. Donc, Oh, ouais! François Bernier, si vous avez Twitter, mon handle, c'est Big Shot Bernier. Donc, On va essayer de te faire monter ça à comme 12 J'adore. abonnés, là. Big Shot Bernier, j'adore. ouais, j'ai peut-être une notification par semaine sur Twitter, donc c'est pas super. Puis, c'est pas mal les deux places qu'on peut me suivre en ce moment. Parfait, super. Puis, ben, on va reparler de l'événement dès que ça va être officiel aussi. On va le partager, nous, de notre côté. Fait que, comme ça, si les gens qui ont Yes, écouté le podcast, ils vont pouvoir venir voir l'événement. Everest s'arrache. yes. Non. Puis, il va y avoir du monde, là, ça va être fou. Yes. Ben, merci beaucoup pour. C'était vraiment le fun. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.